La mission, c'est accompagner les familles à travers la formation, comme le colloque aujourd'hui. On est à notre quatrième édition du colloque, à travers des ateliers et sur différents thèmes. Et souvent, on va aller chercher aussi les besoins auprès des parents, auprès des intervenants. Moi, j'avais pas encore ma permanence et on ouvrait le premier pôle pour les élèves qui avaient un trouble du spectre de l'autisme au centre de service où je travaille. On a le rêve de l'enfant parfait. Hein? Ça, souvent aussi, on n'aime pas ça quand notre enfant est pas parfait. Puis quand notre enfant il y a des défis ou des besoins particuliers, mais pour un parent, ça peut devenir lourd à porter. C'est ce qui rejoint tous les parents, quel qu'en soit où tu es dans le monde, c'est l'hygiène de vie familiale. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit plus prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est important pour pouvoir recharger les batteries et continuer à en prendre en charge cet enfant. Et il n'est pas souvent le seul, il y a la fratrie aussi. Nous sommes résilients, mais nous ne le voyons pas. Parce que pour nous, c'est le devoir qui prime. C'est cette responsabilité que nous avons face à notre enfant. Et euh, le dévouement, c'est important ce mot, hein, se dévouer. Il y a des parents qui veulent se dévouer, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'aiment pas leur enfant, mais parce que, je l'ai dit tantôt, il y a le physique qui prend un coup, il y a le mental qui prend un coup. Et quand soi-même, on est défaillant à cause de cette situation de handicap, il est mieux de pouvoir confier nos enfants à des personnes qui peuvent prendre la relève. Il y a des parents qui sont jugés d'incapables, euh, d'égoïstes, parce qu'ils décident de placer leurs enfants dans des institutions. Ils ne le font pas par gaieté de cœur. Ils le font parce que il y a une situation qui l'impose. Le jugement, c'est malheureusement, je dirais, la guillotine, hein, de l'être humain. Trop facilement on juge sans connaître une situation. Je t'écoutais parler, je me disais, mais je n'ai même plus besoin de faire de présentation là, parce que tout ce que je voulais dire, c'est ça. Elle incarne exactement mon message, c'est-à-dire, tu illustres parfaitement la santé mentale des parents ainsi que la résilience. Déjà, que vous soyez intervenant ou pas, essayez de comprendre le parent sans le juger. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer parce qu'on n'a pas vécu. Même nous, les professionnels, on a une compréhension intellectuelle de la chose, une compréhension clinique des problèmes de santé mentale, mais c'est différent du vécu. Parce qu'un parent qui a un enfant avec handicap, son vécu est différent du tien, toi le professionnel. Tu as la compétence clinique pour l'aider, mais lui, le parent, il a la compétence expérientielle. Ça veut dire qu'il a l'expérience de la situation. Et vous allez mettre ces deux-là ensemble justement pour trouver les solutions. Ben écoutez, parce que je pense que c'est toute l'éducation qu'on fait, hein, sur la fratrie pour que justement quand ils grandissent et quand ils deviennent adultes, ils puissent dans la relève le faire sans qu'ils prennent ça mal. Donc déjà, parce que j'ai vu des parents, hein, qui très tôt, alors au frère qui est peut-être plus jeune même que l'enfant qui est en situation de handicap, on le contraint à faire des choses pour aider et l'enfant peut prendre ça comme de l'agacement. Parce que quand ils sont encore petits, oui, peut-être ils peuvent aider. Ils sont même très volontaires. Mais une fois qu'ils deviennent adultes, ils ont leurs propres besoins. Ce n'est plus ce que c'était avant. Ils veulent fonder leur propre famille, ils doivent peut-être aller travailler. Donc, même leur temps peut être limité. Je crois qu'il faut commencer par travailler la notion de ils doivent prendre la relève. Ce n'est pas une évidence. Tu vas devoir travailler l'acceptation, le fait que j'ai des limites. La vie m'impose des limites. Je ne peux pas être là après et je ne peux pas prévoir l'après. Donc, pense plus, Yvette, à comment est-ce que tu réagis à ce questionnement, pas au questionnement en soi, parce que c'est normal d'être inquiet. Mais ce qui est problématique, c'est la manière dont tu réagis à ce questionnement-là qui peut te maintenir dans une rumination persistante et te créer justement une détresse émotionnelle. Et puis, la situation de mon fils, au lieu de progresser, c'est plutôt de détériorer, si bien que aujourd'hui, il a juste 2 fréquentations scolaires par semaine. Alors qu'à l'école de l'Étincelle, il en avait, il fréquentait à plein temps.
Et puis, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que quand mon fils arrive à la maison, il ne veut plus retourner à la ressource. Bon, c'est vrai, ça avait toujours été le cas, mais maintenant, là, c'est vraiment, il ne veut plus retourner à la ressource. Et à chaque fois, quand on le contraint à aller à la ressource, ça me fait des pincements au cœur parce que je trouve que c'est normal qu'il veuille rester avec ses parents, avec moi, quoi, avec son père. Et la dernière fois, ça fait pas longtemps, ça fait moins de 2 mois, je l'ai raccompagné, il ne voulait pas. Il a fallu l'intervention de la police pour le sortir de la voiture et l'amener à la ressource. Franchement, ça m'a rendu malade pendant au moins 1 à 2 semaines. Et vraiment, je me trouve impuissant, impuissant. Pour le moment, je me trouve impuissant et puis c'est ça qui m'embête le plus. Je vois, il est à la ressource, c'est pour me donner le temps de souffler, sauf que moralement, je ne suis pas tranquille. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils n'ont pas les ressources, l'information, comme a dit Yolande. J'ai dû appeler le centre de réadaptation pour dire qu'il va faire des plaies. Il en avait même déjà fait sur son siège. C'est pour dire que tout le monde qui a quelqu'un dans les ressources intermédiaires devrait garder l'œil dessus parce que comme tu connais, il y a 2 intervenants et puis les autres sont un peu comme des préposés aux bénéficiaires qui n'ont pas beaucoup de formation. Donc la situation, c'est pour dire que la situation que tu vis, tu n'es pas tout seul. Quand même souligner un fait qui est important, c'est que il y a des ressources. Il est au Canada, il y a des ressources qui peuvent accueillir son enfant. Mais on se rend bien compte que dans les ressources, il y a des ressources qui sont très impliquées, qui vont aller chercher à faire former leur personnel et tout le reste pour qu'il y ait un meilleur encadrement. Puis il y a des ressources qui sont beaucoup moins impliquées. Et la douleur que ressent Rodrigue en laissant son fils qui va à la ressource, mais qui est malheureux et qui se désorganise, cette douleur, Rodrigue a dit que ça l'affecte sur le plan psychologique, sur le plan mental, ça l'affaiblit complètement. Mais là, c'est ça. Je vais peut-être vous amener un petit peu ailleurs, comme je fais souvent. Je pense que Yolande me connaît à ce niveau-là. Donc, je parle évidemment, bon, en tant que professionnelle, oui, mais surtout en tant que maman et personne qui est neuroatypique. J'ai écouté un petit peu, bon, avec mes enfants à pris de fond depuis ce matin, mais j'ai écouté un petit peu, c'est ça, en même temps, le colloque. Tu sais, j'entends qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les parents, beaucoup de peur, beaucoup de défis aussi, beaucoup de détresse qui sont là, ben, chez les parents, je pense aussi, puis autant chez les enfants. Donc, il y avait beaucoup d'émotions, je pense, ce matin dans ce que j'ai entendu, en tout cas. Puis bon, c'est pour ça que j'aimerais ça apporter un petit peu de réflexion aussi de mon point de vue, tu sais, oui, en tant que maman de 5 cocos qui sont neuroatypiques, mais aussi en tant que personne qui est neuroatypique. Puis j'aimerais aussi, je pense, aussi avec ce que j'ai entendu aussi, puisque je constate souvent dans mon au niveau professionnel, là, quand je rencontre des parents, c'est peut-être de vous ramener en quelque sorte votre pouvoir personnel en tant que parent, parce que ce que je constate, en fait, c'est quand on a un enfant qui reçoit un diagnostic, ben, il y a toujours une pression sociale qui est là, une pression systémique, une pression de rentrer à l'école, à la garderie, une pression dans le futur pour le marché du travail. Je pense qu'il y a même une pression aussi de la part des professionnels, pas parce qu'ils sont pas compétents, mais parce qu'ils sont formés aussi avec une approche qui est très médicale, en fait. C'est quand on parle de diagnostic, bon, c'est un diagnostic qui reste médical. Ça fait beaucoup de pression, en fait, sur les épaules des parents. Puis cette pression-là, ce que je constate, c'est qu'elle finit, souvent par nous éloigner, en fait, de la relation à notre enfant, parce qu'on est tellement dans de la peur, dans de l'anxiété, dans des projections dans le futur. Puis moi, ce que j'ai constaté, c'est que le parent, à la base, il a son instinct en tant que parent, il a son pouvoir quand il est avec son enfant. T'sais, on dit souvent, c'est le parent qui est toujours avec son enfant, qui est le mieux placé pour connaître son enfant, parce qu'il est là avec lui. Et malheureusement, souvent, ce que je vois, c'est quand il y a un diagnostic, le parent, il est tellement sous pression, tellement sous stress que
il finit par faire confiance aux professionnels parce qu'on se dit, ben, le professionnel sont les mieux placés pour comprendre mon enfant. Oui, ça peut soutenir, hein, je dis pas que il faut pas aller chercher de l'aide professionnelle, c'est pas du tout ça. Mais quand on a une vision qui est axée sur le médical, une vision qui est déficitaire, ben, parfois, ça vient contraster avec ce que le parent voyait de son enfant, le potentiel de son enfant, comment soutenir et comment la société voudrait que l'enfant soit, comment que les interventions, c'est de modifier, de changer l'enfant, que ça cause l'anxiété. Bon, bref, tout ça. Puis je vois un petit peu dans les échanges que ben ça fait beaucoup de souffrance autant pour les parents que pour les enfants. Mais c'est vraiment ça part de soi en fait. C'est comme je dis, on veut toujours travailler sur l'enfant, notre enfant parce qu'on veut modifier. Notre enfant modifiera pas son comportement ici et maintenant. Tu sais, puis ça des fois c'est dur à entendre en tant que parent. On dit, ah ok. Puis là-dessus je vais vous inviter à peut-être à aller vous renseigner sur le développement affectif et social de l'enfance. En tout cas, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé de savoir ça, que le cerveau, il est immature, puis ça prend des années avant d'acquérir certaines compétences. Donc, on n'en parle pas, on en parle de plus en plus, mais en tout cas, dans le 15 ans, quand j'ai eu ma première, on n'en parlait pas. Je pense que ce qu'il faut en tant que parents d'enfants en situation de handicap, que nous fassions, c'est d'enlever les masques. D'accepter notre vulnérabilité. J'ai vu à chaque fois dans les commentaires, quand les gens nous encouragent, c'est merci d'avoir accepté de t'ouvrir et de montrer ta vulnérabilité. Aujourd'hui, c'est ça. Parce que quand on ouvre, on montre notre vulnérabilité, on se dit que on laisse la porte ouverte à l'attaque, à l'agressivité. Mais montrer sa vulnérabilité, ceci permet de pouvoir aller chercher les outils pour mieux s'aider et donc aider l'enfant et aider la famille. Il fallait démystifier certaines choses qui m'avaient beaucoup marqué. J'ai reçu des appels de part et d'autre de la famille pour me faire comprendre que j'avais mal agi. J'ai écrit ce livre, je l'ai fait dans la pleine conscience. Et Evelyne a dit, en me mettant dans la tête que j'allais me faire peut-être taper sur les doigts sur certaines choses par certaines personnes, mais j'avais ce besoin. Que les répercussions soient bonnes ou pas, c'était ma thérapie à moi. Et cette thérapie que je me suis faite, c'est ça qui m'a déliée de tout, qui m'a aidé à sortir de ma dépression. Et qui a fait qu'aujourd'hui, dans mon processus, parce que quand on lit mon livre au départ, on sentait que je n'étais pas encore dans l'acceptation. J'étais toujours dans la douleur. Et aujourd'hui, j'ai accepté. Je n'ai pas fait le deuil. Je suis maintenant dans l'acceptation où je suis plus efficace. Mais je n'ai pas fait encore le deuil parce que si j'avais fait le deuil, j'aurais pas encore les douleurs que j'ai. Ça m'a beaucoup édifié et je vois qu'au sortir de ça, j'aurai probablement aussi des ressources. Du moins, j'ai déjà des contacts qui pourraient m'épauler, ne serait-ce que moralement, et j'en suis vraiment très content. Je répéterai pas, mais c'est drôle pour reprendre ce que Mélanie et Yann-Yvette a dit. De mon côté, je dis la même chose à mes intervenants. Prenez soin de vous parce que vous travaillez avec une clientèle qui demande beaucoup sur le plan humain, fait que c'est fort important. Fait que c'est la même chose du côté des parents. Merci pour l'invitation, Yvette, et la croyance en toutes les personnes avec qui tu travailles, c'est super important. Fait que je vous remercie tout le monde pour votre écoute ce matin, puis c'est vraiment enrichissant. Je sors la tête remplie et encore plus stimulée à continuer.